Madame, Monsieur, bonsoir. Que serait le monde en ce 21e siècle sans le téléphone Android et la connexion Internet? Ces outils et moyens de communication imprègnent fortement le quotidien de l'humanité, des relations sociales aux activités professionnelles. La télécommunication et la communication électronique embrassent tous les domaines dans un monde qui peut s'ouvrir à nous en un clic. Tribune de redevabilité reçoit ce soir Madame le ministre de la Transition digitale, des Postes et de la communication et des communications électroniques, Madame Aminata Zerbo Sabané. Bonsoir Madame le ministre et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Monsieur Sayon. Alors, pour conduire cette émission, je suis avec ma consoeur de Radio Burkina, Chantal Nikema. Bonsoir Chantal. Bonsoir Aboubakar Sagnon. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir Madame Nikema. Alors, dans un contexte où le digital s'impose de plus en plus comme un levier incontournable de développement économique et social, il est essentiel de comprendre donc les efforts déployés pour améliorer la connectivité, renforcer la sécurité des systèmes d'information et moderniser les infrastructures de communication. Nous aborderons ensemble les avancées réalisées en matière de développement des infrastructures de communication électronique, les initiatives de transformation digitale et les défis liés à la promotion des services postaux. Madame la ministre, au-delà des grands projets que vous portez, de nombreux citoyens s'interrogent sur les impacts concrets de ces initiatives sur leur quotidien dans un pays où l'accès à une connexion Internet de qualité reste un défi et où la dématérialisation des services publics devient une nécessité. Votre département est au cœur des préoccupations des Burkinabés. Bien entendu, votre présence sur ce plateau est donc une opportunité pour dresser le bilan des activités et partager donc votre vision stratégique pour une transition digitale réussie au Burkina. Et je rappelle que cette émission est interactive et en direct sur la télévision nationale, la radio nationale et sur la page Facebook de la RTB. Les auditeurs, les téléspectateurs et les web téléspectateurs de la RTB peuvent donc y participer en appelant au 25 31 83 63 pour adresser leurs questions au ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Madame Aminata Zerbo Sabané. Alors pour commencer, Madame le ministre, qu'est-ce qui a été fait donc au sein de votre département ministériel pour le développement de la transition digitale en matière de développement des infrastructures et des services de communication électronique de qualité au Burkina? Ok. Merci Monsieur Sayon, merci Madame Nikema de nous recevoir sur ce plateau de tribune de redevabilité pour permettre au département de la transition digitale, des postes et des communications électroniques de rendre compte des actions que le gouvernement mène à travers ce département au profit des populations. Et je saisis l'occasion pour remercier également la RTB, toute votre équipe, pour les efforts qui sont faits pour pouvoir porter l'information juste aux populations burkinabées, malgré le contexte difficile. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de répondre à vos différentes questions, j'aimerais, en raison du contexte difficile dans lequel nous sommes, rendre hommage à toutes les victimes des attaques terroristes, notamment celles récentes de Barsalgo, et présenter mes sincères condoléances et toute ma compassion aux familles éplorées et à tous les proches de ces victimes-là. J'aimerais également réitérer au nom du gouvernement notre compassion et nos sincères condoléances aux familles des agents du secteur du numérique qui sont également tombés du fait de l'insécurité. Comme vous le savez, ces agents-là sont amenés à aller sur le terrain pour pouvoir rétablir les services de communication électronique dans les zones à haut défi sécuritaire ou au profit des populations qui retournent dans leur village. Et au cours de ces missions, ils sont quelquefois pris pour cible par les terroristes et malheureusement, nous avons eu à perdre quelques agents dans ce cadre-là. J'aimerais, avant de poursuivre, saluer la bravoure de nos forces de défense et de sécurité et de nos volontaires pour
la défense de la patrie, qui luttent jour et nuit pour pouvoir reconquérir l'entièreté de notre territoire. Et les remercier également de l'accompagnement dont bénéficient les acteurs du secteur du numérique dans leurs activités pour le rétablissement des communications électroniques, mais également les acteurs au niveau de la Poste pour la réalisation de leurs activités. J'aimerais saisir cette opportunité pour remercier en tout cas tous mes collaborateurs au niveau du ministère de la Transition digitale pour leur engagement, leur mobilisation qui nous ont permis en tout cas d'engranger des résultats assez satisfaisants. Je n'oublie pas les DSI qui sont nos ambassadeurs au niveau des différents départements ministériels et qui contribuent énormément à la réalisation de notre mission et à l'atteinte de nos objectifs. Avant peut-être de revenir à votre question, permettez-moi de brièvement revenir sur les missions du département en charge de la transition digitale, des postes et des communications électroniques. C'est ce département qui a en charge de définir la politique et de la mettre en œuvre, la politique en matière de numérique et des postes. Et pour cela, il agit sur 4 piliers. Le pilier juridique pour pouvoir créer le cadre qui met en confiance tous les acteurs pour qu'ils puissent investir et qui protège également les consommateurs dans leur utilisation des outils numériques. Il y a également l'axe du développement des infrastructures dont vous faites cas dans votre question et qui est un pilier important pour le développement du secteur parce que les infrastructures sont essentielles, sont la colonne vertébrale pour pouvoir développer le secteur du numérique. On a également l'axe du développement des services numériques et là le gouvernement travaille en tout cas à disponibilité des services numériques et à encourager le privé à aller vers la digitalisation. Et enfin, nous avons le pilier des compétences et de l'innovation parce que pour pouvoir mener tous ces chantiers à bien, il nous faut des compétences locales. Donc, nous travaillons également dans la construction de cette expertise locale et également à créer un cadre d'innovation pour pouvoir développer l'industrie numérique. Pour maintenant répondre à votre question, qu'est-ce qui est fait pour le développement des infrastructures numériques? Comme je le disais tantôt, les infrastructures numériques sont essentielles si nous voulons développer ce secteur et si nous voulons en tout cas tirer parti du potentiel, de l'énorme potentiel que représente le numérique aujourd'hui. Pour ce faire, le gouvernement, à travers mon département, mène plusieurs actions ou a mené en tout cas plusieurs actions. Déjà avec la libéralisation du secteur, il a octroyé des licences à différents opérateurs. Ces licences sont adossées sur des cahiers de charges qui emmènent ces opérateurs à investir, à construire des infrastructures pour pouvoir offrir les services aux populations. Mais pour accélérer le développement de ces infrastructures-là et accompagner les investissements qui sont faits par le privé, le gouvernement lui-même investit dans la construction d'infrastructures de base. Donc c'est ainsi qu'il a construit plus de 3000 km de fibres optiques qui constituent notre backbone national et qui permet de mailler tout le territoire national et d'apporter la connectivité un peu partout sur le territoire national. Cette infrastructure est très importante parce qu'elle permet non seulement aux opérateurs privés de pouvoir amener la connectivité aux populations, mais également elle sert à l'administration qui en a besoin également pour accéder à un certain nombre de services. On a également la construction du point d'atterrissement virtuel, qui est une infrastructure qui permet d'acquérir en gros la capacité Internet et de pouvoir ainsi réduire les coûts d'acquisition pour les fournisseurs pour qu'in fine, cela se répercute sur les coûts des services qui sont proposés aux populations. On a également la construction du point d'échange Internet qui permet de fluidifier, grâce à des contenus hébergés localement, de fluidifier la connexion au niveau national. On a également la construction du RESINA. Je sais que la plupart de nos téléspectateurs connaissent ce réseau-là, le réseau informatique de l'administration, qui permet aux structures de l'administration d'être interconnectées, de pouvoir accéder à un certain nombre de services métiers et également pouvoir proposer des services aux populations. On a également la construction de data centers
parce que nous avons besoin d'infrastructures d'hébergement pour pouvoir stocker tous les services que nous développons, toutes les plateformes, ainsi que les données des usagers et de préférence en local pour contribuer en tout cas à une meilleure souveraineté des données pour notre pays. Depuis notre arrivée, nous avons poursuivi ces actions pour intensifier le développement des infrastructures. Donc déjà, on a pu, avec le délégataire qui a été retenu pour l'exploitation du backbone, mettre cette infrastructure en activité, commencer son exploitation. Et cela a permis, comme je le disais, aux opérateurs de pouvoir en bénéficier, mais a permis également à l'administration de pouvoir étendre son réseau en se basant sur ce backbone-là. Et nous avons également mis en place, à partir du fonds de mesures exceptionnelles, un mécanisme pour le rétablissement des services de communication électronique dans certaines zones où ces services-là ont été détruits par les terroristes. Donc, comme je le disais, le secteur est impacté par ce terrorisme-là. Et avec ce fonds-là, nous avons pu mobiliser plus de 3 milliards pour pouvoir rétablir les communications électroniques dans les zones à haut défi sécuritaire où les infrastructures ont été vandalisées ou détruites par les terroristes. Et pour accompagner la dynamique en cours de dématérialisation, nous avons initié la construction de 2 nouveaux data centers qui vont venir augmenter notre capacité d'hébergement et pouvoir en tout cas nous permettre d'héberger en local toutes les plateformes qui sont en train d'être développées. Madame la ministre, on reviendra en détail sur ces aspects. Mais quelles sont les principales réformes juridiques récemment mises en place pour améliorer le cadre de réseau de communication électronique au Burkina Faso? Ok, il faut dire qu'au niveau du cadre juridique, c'est la loi 061 qui régit les communications électroniques et cette loi est en relecture. Mais en attendant sa relecture et ses textes d'application, il y a un certain nombre de réformes que nous avons eu à faire. Nous avons relu le texte qui encadre le fonds d'accès et de services universels. C'est un fonds qui est mis en place pour permettre au pays de pouvoir prendre des dispositions, mener des activités afin que toutes les populations puissent accéder aux services où qu'elles soient. Donc nous avons relu ce texte-là pour redynamiser ce mécanisme-là et nous avons également élaboré un plan stratégique de développement pour être sûr qu'aucune population ne soit exclue de cette dynamique et puisse accéder aux services de communication électronique. Nous avons également revisité le texte qui encadre l'identification des abonnés. Vous savez qu'aujourd'hui, les services de communication électronique peuvent être utilisés pour commettre un certain nombre d'infractions. Donc, l'identification joue un rôle très important pour déjà pouvoir identifier de façon fiable ceux qui possèdent les cartes SIM et mettre à disposition des structures policières et judiciaires des informations fiables sur lesquelles elles peuvent se baser pour mener des investigations en cas de nécessité. D'accord, on va certainement revenir sur cette question, mais en attendant, l'accès donc à une connexion Internet fiable et de qualité, en tout cas, reste une préoccupation majeure pour bon nombre de citoyens. Alors justement, quels sont les moyens ou en tout cas les efforts qui ont été déployés par votre département ministériel pour améliorer la connectivité large bande donc pour l'ensemble des internautes? Okay. C'est une préoccupation légitime et nous l'entendons. Et je peux rassurer en tout cas toutes nos populations que c'est une question qui est prise à bras le corps par le gouvernement et je suis régulièrement interpellée par les plus hautes autorités pour améliorer l'accessibilité à la connexion Internet pour nos populations, pour toutes nos populations. À ce niveau, il faut déjà rappeler les investissements que l'État fait justement pour pouvoir améliorer cette connectivité-là. J'ai parlé tout à l'heure de la construction de ce backbone national qui permet justement avec la fibre optique qui est déployée d'amener la connectivité au débit un peu partout sur notre territoire. Il y a également la construction du point d'atterrissement virtuel et du BFIX qui contribue également à augmenter en tout cas la capacité Internet
que nous avons à disposition. Et il faut dire qu'à ce niveau, les efforts conjugués du gouvernement et des opérateurs ont permis de multiplier par 10 en 5 ans la capacité, c'est-à-dire le volume de données que nous pouvons échanger sur Internet. Donc nous sommes passés à un peu moins de 40 gigabits par seconde à aujourd'hui plus de 400 gigabits par seconde. Mais force est de reconnaître que les besoins se sont énormément accrus parce que les usages se sont développés et aujourd'hui tout le monde a besoin d'aller sur YouTube, tout le monde a besoin de regarder des vidéos. Donc du coup, on ressent, en tout cas, on ne ressent pas cette évolution importante. Et toujours pour améliorer cette qualité, il y a des actions qui sont entreprises, qui se poursuivent de concert avec les opérateurs et avec les investissements publics. Et donc, je peux rassurer en tout cas qu'avec le nouveau projet Pacte Digital qui va être mis en œuvre très bientôt, il y a des lignes qui sont prévues déjà pour étendre le backbone, donc pour améliorer la connectivité au débit. Mais il y a également des zones aujourd'hui dans notre pays où il n'y a aucune couverture. Ces zones-là, on les appelle les zones blanches. Ce sont des zones où les opérateurs n'ont pas d'obligation d'investir. Ces zones ne sont pas inscrites dans leur cahier de charges parce qu'elles ne sont pas très rentables. Et pour n'exclure personne, le gouvernement prend sur lui d'investir, de construire les infrastructures qu'il faut pour que ces zones aussi soient couvertes et pour que les populations de ces zones-là puissent accéder aux services. Donc nous accélérons également la couverture de ces zones. Il y a 183 zones qui ont déjà été couvertes en 2022. Et là, nous sommes... Grâce à l'État et non pas les compagnies de téléphonie. Non, ça, c'est des zones qui sont couvertes par les investissements publics, par l'État, parce que les opérateurs n'ont pas d'obligation à les couvrir. Voilà. Et aujourd'hui, la connexion Internet, les services de communication sont un droit pour toutes nos populations. Donc l'État s'engage à faire les investissements qu'il faut dans ces zones-là. Donc il y a déjà 183 qui ont été couvertes et là il y a des travaux en cours pour couvrir 110 nouvelles localités et nos objectifs en tout cas c'est de pouvoir dans les 3 prochaines années arriver à couvrir au moins 1000 localités sur les 1700 qui sont identifiées comme zones blanches. Madame la ministre, il y a également beaucoup de plaintes concernant le coût de la connexion Internet. Qu'est-ce qui a été fait concernant ce volet? C'est également des plaintes que nous entendons et que nous comprenons. Et je peux assurer que le coût d'accès est une problématique majeure que nous travaillons à adresser de concert avec tous les acteurs. Et au-delà du coût d'accès, c'est aussi d'autres facteurs qui doivent contribuer à ce que nos populations puissent accéder aux services de communication électronique, notamment l'abordabilité même des terminaux. Et ça également, c'est un sujet sur lequel nous travaillons. Pour revenir sur le coût de la connexion Internet, l'État a investi, comme je le disais, pour la construction de points d'atterrissement virtuels. Ces points d'atterrissement virtuels nous permettent d'acquérir la capacité Internet en gros. Donc ça réduit les coûts et de pouvoir permettre aux fournisseurs de s'approvisionner au niveau de ces points d'atterrissement virtuels à moindre coût. Donc, du coup, répercuter cette réduction-là au niveau des usagers. Mais il y a ça également, ne se ressent pas. Si, je vais y revenir. Également, il y a le backbone, comme j'ai dit, qui est une infrastructure nationale qui est mise à la disposition des opérateurs et qui leur permet en tout cas de pouvoir fournir la connexion au débit avec moins d'investissement à leur niveau. Donc, pour revenir au niveau du coût, après les investissements qui ont été faits, notamment à la construction du backbone ou l'octroi de licences technologiquement neutres qui a permis d'augmenter la concurrence au niveau du secteur, ça aussi, ça a un impact sur les tarifs. Nous sommes passés de 5 000 francs pour 1 giga en 2018 à aujourd'hui pratiquement 1 000 francs, 1 050 francs pour le giga. Et pour la connexion fibre optique ou ADSL, on était à 2 mégabits à plus de 40 000 francs. Aujourd'hui, on est à 15 mégabits
50 mégabits pour 15 000 francs CFA. Donc, il y a eu des efforts, mais je comprends qu'à cause, comme j'ai dit, des usages qui ont augmenté, nous avons tous besoin de plus de mégas. Donc, du coup, nous payons plus cher pour l'utilisation de la connexion Internet qu'avant, malgré les efforts qui ont été faits et qui ont pu se ressentir sur les coûts finaux. Mais je ne donne pas ces chiffres pour dire que c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Non, il faut continuer les efforts. Et le gouvernement est dans cette dynamique parce que l'objectif, c'est de permettre à toutes nos populations d'accéder aux communications électroniques qui sont aujourd'hui une nécessité, comme vous l'avez souligné, une nécessité pour les activités professionnelles, mais également une nécessité dans la vie de tous les jours. Oui, Madame la Ministre, justement, on a vu même sur les réseaux sociaux à un certain moment donné une sorte de campagne où des gens demandaient donc de boycotter quasiment donc certaines compagnies de téléphonie mobile parce que les gens ne comprennent pas pourquoi le coût de Internet au Burkina Faso est plus cher par rapport donc aux pays voisins. Ok, c'est exact et j'ai pu rencontrer le responsable de l'association des consommateurs et nous en avons parlé. Que ce soit pour la qualité, que ce soit pour les coûts, nous en discutons. Nous avons engagé en tout cas des cas de concertation avec non seulement les opérateurs, mais avec le régulateur qui, lui, est censé veiller au respect de la concurrence dans ce marché-là et veiller également à ce que la connexion ou les services soient offerts au juste prix aux utilisateurs finaux. Donc, il y a des échanges que nous menons pour voir comment améliorer les choses. Ce que j'aimerais expliquer, déjà pour un usager au Burkina Faso qui veut accéder à du contenu, généralement ces contenus sont sur des serveurs en Europe, notamment à Londres, nous devons, puisque nous n'avons pas accès directement à la mer, nous devons traverser les pays voisins, les pays côtiers, avant d'accéder aux câbles sous-marins et pouvoir rejoindre ces serveurs-là. Donc, pour les contenus les plus prisés, que ce soit TikTok, que ce soit Facebook ou WhatsApp, c'est ce qui se passe. Donc, du coup, vous voyez qu'il y a ce transport que nous faisons en plus, transport terrestre, et qui est plus cher même que le transport maritime. Ça revient, c'est assez similaire au transport de marchandises. Nous n'avons pas accès à la mer, nous n'avons pas de port. Donc, du coup, nos marchandises doivent traverser d'autres territoires avant de venir. Donc, il y a un surcoût qui est fait à ce niveau. En plus de cela, il faut rappeler que l'énergie joue un rôle très important pour les équipements au niveau du secteur, les équipements de communication électronique. Et la production d'énergie est encore un peu chère au Burkina Faso. Voilà. Tous ces facteurs expliquent un tant soit peu que le coût soit un peu plus élevé chez nous qu'ailleurs. Mais n'empêche, notre situation géographique ne doit pas être un handicap et l'État n'accepte pas que cela soit un handicap. C'est pourquoi il y a tous ces investissements publics qui sont faits, tous ces efforts qui sont faits de concert avec les autres parties pour voir comment réduire les coûts. Récemment, l'ARCEP a proposé ou a pris une décision parce que quand on prend un opérateur dans notre pays, le prix affiché du giga, il est de 1 000 francs par exemple. Mais à cause des promotions quasi permanentes, on l'a en réalité à 500 francs. Donc du coup, on se dit, il y a des efforts qui peuvent être faits pour que le prix affiché se rapproche de cette réalité-là. Et c'est cette décision que l'ARCEP a prise avec d'autres décisions pour mieux encadrer tout ce qui est promotion, tout ce qui est tarif permanent. Mais cette décision, pour le moment, a été attaquée par les opérateurs. Donc le dossier est devant les tribunaux et donc c'est une affaire à suivre. Mais comme j'ai dit, le cas de concertation est créé et nous travaillons avec les opérateurs, notamment à pouvoir redéfinir même les ambitions au niveau des cahiers de charges pour prendre en compte les besoins, les attentes des utilisateurs, mais également le contexte sécuritaire qui est le nôtre pour pouvoir faire les investissements qu'il faut de façon urgente et pouvoir répondre aux sollicitations ou en tout cas aux attentes de nos populations. Voilà, justement, vous avez parlé des cahiers de charges. Est-ce que les opérateurs, les compagnies de téléphonie mobile respectent justement ces cahiers de charges?
Oui, je l'annonçais tantôt, les licences qui sont octroyées sont adossées à des cahiers de charges qui précisent en tout cas les obligations d'investissement, les obligations de qualité des opérateurs. Donc l'ARCEP, qui est le régulateur du secteur, le gendarme en quelque sorte, veille à ce que ces cahiers soient respectés. Et en cas de manquement, il y a des sanctions qui sont prononcées à l'encontre de ces opérateurs-là. Donc c'est un contrôle continu qui est fait. Et les opérateurs sont interpellés en tout cas en cas de manquement. D'accord. Alors, avant de vous laisser poser votre question, Chantal Nikema, donc je rappelle aux téléspectateurs que le numéro de téléphone donc pour poser vos questions donc à Madame le ministre a changé. Pour appeler, vous devez donc composer le 25 40 86 59. Je répète, le 25 40 86 59 pour joindre donc notre téléphone et pouvoir poser vos questions donc à cette émission Tribune de redevabilité. Chantal Nikema. Merci Aboubakar Sayon. Madame la ministre, vous avez évoqué tantôt la couverture téléphonique du territoire. Avec le contexte sécuritaire, quel est actuellement le taux de couverture téléphonique et Internet au Burkina Faso? Ok. Vous faites bien de lier cette question au contexte sécuritaire parce que, comme je l'ai annoncé tantôt, le secteur a été impacté. On a eu pas mal, près d'un quart des sites, des antennes qui ont été vandalisés ou détruits. À ce niveau-là, aujourd'hui, la couverture que nous avons au niveau du service de téléphonie, le service de téléphonie, c'est les équipements 2G. Donc cette couverture est à 85%. La couverture pour la connexion Internet, elle est réalisée à travers deux technologies, la 3G et la 4G qui permet d'avoir une meilleure qualité de connexion. Au niveau de la 3G, nous avons une couverture de 64%. Et au niveau de la 4G, une couverture de 46%. Mais ces taux ont été bien entendu impactés avec une baisse d'environ 10 à 20% au niveau des différentes couvertures à cause justement des infrastructures qui ont été vandalisées ou détruites. D'accord. Alors, avant de continuer, Madame le ministre, on va vous permettre d'écouter des questions des citoyens burkinabés. Nous avons promené donc nos caméras et micros dans les rues donc de certaines villes de Burkina pour recenser, recueillir les appréciations et également les préoccupations donc du citoyen burkinabé. Nous leur permettons donc de vous les poser donc à travers ce micro-trottoir. En tout cas, on vient d'installer des Wi-Fi gratuits pour les étudiants, mais le débit, c'est toujours le problème du débit. Le débit est faible. Souvent, tu veux faire des recherches, mais la connexion, là, ça part, ça revient, c'est compliqué. La connexion est chère par rapport à d'autres pays. Il y a des pays où on peut avoir la connexion à 500 francs une semaine. Il y a des pays où même on peut dire que c'est moins que ça, mais ici, en tout cas, c'est cher vraiment. C'est concernant la cybercriminalité. Voilà, j'aimerais savoir est-ce que des mesures ont été prises dans ce sens-là. Parce que ces derniers temps-là, nous sommes victimes de beaucoup d'arnaques. J'aimerais savoir est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises dans ce sens pour au moins limiter les dégâts. Il y a l'Internet, le Wi-Fi qui manque dans plusieurs lieux publics comparé à d'autres pays où tu arrives et puis immédiatement tu as la connexion facilement. Ici, c'est un peu plus difficile. Une fois que 2 ou 3, il y a un certain nombre de personnes, dès que vous vous connectez, ça devient un peu plus lent. Vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez faire avec. C'est concernant les réseaux sociaux au Burkina Faso. Voilà, on voudrait savoir, est-ce que il y a quand même une mesure qui a été prise, surtout sur TikTok. Voilà, on voit qu'en Chine, il y a une limite d'âge pour l'utilisation de TikTok. Voilà, les enfants de moins de 18 ne peuvent pas utiliser. Bon, est-ce que c'est le cas au Burkina? Alors souvent on voit des vidéos vraiment qui ne sont pas du tout appréciées, qui sont sur TikTok surtout. Alors on se demande est-ce qu'il y a une mesure qui a été prise vraiment pour contrer ça? C'est vrai que dernièrement nous voyons que les choses se sont améliorées, surtout avec la fibre optique.
Ouais, mais s'ils peuvent revoir, parce qu'il y a des zones qui ne sont pas couvertes. Au niveau des connexions mobiles, on voit que bon, c'est toujours compliqué parce que le coût reste toujours élevé par rapport aux fibres optiques. Et on travaille beaucoup avec la connexion. Il faut booster les passes. Ça aussi, c'est au niveau du Facebook. Par exemple, si tu veux booster, il y a un coût pour ça. Voilà, je pense qu'on peut essayer de revoir la somme pour booster, par exemple, une publicité sur les réseaux sociaux. Voilà donc pour ce qui est de ces préoccupations donc de nos citoyens burkinabés. Nous en avons évoqué un certain nombre, notamment donc la cherté d'Internet, de la connexion Internet. Vous avez donc clairement répondu à cette question. Alors la lenteur aussi donc de la connexion. Alors pourquoi il n'y a pas de Wi-Fi dans les lieux publics burkinabés comme dans certains pays voisins où donc ce Wi-Fi, la connexion Internet est beaucoup plus accessible? C'est vrai, c'est une remarque très juste. Nous avons déjà commencé à plancher sur la question et avec le ministère en charge des Transports, il y avait déjà une initiative pour que la connexion Wi-Fi soit déjà disponible dans nos aéroports. Parce que lorsqu'un voyageur arrive, c'est pas évident qu'il ait une carte SIM, mais il peut avoir besoin de rentrer en contact avec ses proches. Surtout ceux qui sont en transit. Voilà, surtout ceux qui sont en transit. Donc ça, c'est déjà une initiative qu'on est en train de mettre en œuvre. Et pour les autres lieux publics, la réflexion est en cours et nous allons voir avec le mécanisme du FASU comment pouvoir mettre en place ce Wi-Fi-là, ne serait-ce que gratuitement pendant une certaine durée, pour permettre aux uns aux autres de pouvoir accéder à la connexion quand ils en ont besoin et qu'ils se retrouvent dans ces lieux publics-là. Okay, il y a aussi le débit faible qui a été évoqué. Pourquoi si 2 ou 3 personnes se connectent, voilà, ça rame? Bon, on ne va pas dire 2 ou 3 personnes, mais oui, c'est vrai, c'est caricaturé. Et puis je comprends peut-être la frustration qui fait qu'on en vient à une telle caricature. J'ai parlé des problèmes qu'on avait pour la qualité tout à l'heure, et des efforts qui étaient faits pour améliorer la qualité. Mais il y a un élément sur lequel j'aimerais revenir. Je vais déjà parler de ça en général avant de revenir sur le point à l'université, par exemple. Okay. Aujourd'hui, comme j'ai dit, les usages ont augmenté. Donc, les infrastructures qui sont là ne suffisent pas forcément pour qu'on ait une bonne qualité. Et les opérateurs ont l'obligation d'installer plus d'équipements pour améliorer cette qualité-là. Mais qu'est-ce qui se passe très souvent? C'est que les populations s'opposent à l'installation de ces équipements. Donc, un opérateur vient, il veut installer une antenne, mais pour des peurs que je comprends très bien, les populations s'opposent. Oui, parce qu'il faut dire que les gens craignent le fait qu'il y ait donc des effets secondaires, donc des ondes qui sont donc émises par ces antennes qui sont installées à proximité des domiciles. Déjà, est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il y a des effets secondaires à partir donc de ces installations de pylônes donc d'opérateurs téléphoniques? Voilà. Donc, en fait, il y a des normes internationales qui fixent les seuils. Et les structures techniques de notre pays veillent à ce que ces seuils-là soient respectés pour ne pas que les rayonnements puissent affecter la santé de nos populations. Donc ça, déjà, j'aimerais les rassurer par rapport à cela. Maintenant, lorsqu'ils s'opposent à ce qu'on puisse mettre les antennes, du coup, ils ne pourront pas accéder à une connexion de qualité, mais ils empêchent d'autres populations, vu qu'il y a une interdépendance entre les antennes, de pouvoir également accéder à une connexion de meilleure qualité. Donc, en tout cas, je saisis l'occasion de cette tribune pour interpeller nos populations à la collaboration, parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Je comprends les peurs et c'est pour cela que nous sommes en train de préparer une vaste campagne de sensibilisation où nous allons associer tous les acteurs, que ce soit l'ARCEP, que ce soit le ministère de la Santé, que ce soit l'association des consommateurs, pour pouvoir les rassurer sur toutes les dispositions qui sont prises pour respecter les seuils internationaux en la matière et pour ne pas menacer leur santé.
Aujourd'hui, on a un opérateur qui nous fait régulièrement le point. Il a plus de 20 antennes qu'il ne peut pas installer du fait du refus des populations. Et donc, du coup, quand on leur oppose le fait qu'ils ne respectent pas les cahiers de charges, mais ils nous disent on a des antennes qu'on aimerait installer pour pouvoir améliorer la qualité, mais à cause du refus des populations, nous ne pouvons pas le faire. Et donc, du coup, il est difficile d'améliorer la qualité. En plus de ça, j'ai parlé du quart, de pratiquement un quart des infrastructures qui ont été vandalisées. Cela aussi a un impact sur la qualité globale. Mais tous ces éléments, nous en avons conscience et je peux vous assurer qu'avec les acteurs, nous travaillons à trouver des solutions. Et le cadre de concertation qui a été mis en place justement avec l'ARCEP et les opérateurs, l'idée c'est de vraiment pouvoir définir des actions concrètes, urgentes à mettre en œuvre pour que d'ici 6 mois, on puisse ressentir une amélioration significative de la qualité de la connexion dans nos grandes villes et également sur certains axes routiers majeurs. Mais pour cela, nous avons besoin de la collaboration de tous, notamment la collaboration de la population. Alors, le Wi-Fi à l'université, pour les étudiants, oui. Est-ce qu'il y a des efforts qui sont faits à ce niveau? Mes très chers étudiants, déjà, c'est le président du FASO, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, qui leur a promis la connexion. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et il y a des efforts qui ont été faits parce que l'administration dispose d'une capacité totale de 9 gigabits pour toute l'administration. Et on a dédié 4 gigabits rien que pour les universités. Donc, il y a déjà un effort énorme qui est fait. Je comprends que cela puisse être insuffisant, mais nous sommes en train de travailler sur des politiques à mettre en œuvre pour s'assurer que ce Wi-Fi est utilisé à bon escient. Parce que si pendant que je fais mes recherches, quelqu'un est en train de regarder des vidéos à côté, c'est sûr qu'il va prendre plus de bandes passantes et du coup, j'en aurai moins pour faire mes recherches. Donc, c'est des politiques comme ça d'optimisation de la ressource parce qu'elle est rare, que nous allons mettre en œuvre de concert avec le ministère en charge de l'enseignement supérieur au niveau des universités pour une utilisation, on va dire, rationalisée et optimale de la connexion Internet. D'accord. Il y a un téléspectateur aussi qui a posé la question. Est-ce que vous pouvez encadrer donc les réseaux sociaux, notamment TikTok? C'est une problématique réelle. Le gouvernement a même été interpellé au niveau de l'ALT pour répondre à cette question. Déjà, j'aimerais dire que nous avons contacté TikTok en particulier. Nous avons débuté des échanges avec ce fournisseur de contenu. Nous avons mis un cadre élargi en place ici au Burkina, un cadre élargi avec les différentes parties prenantes, le CSC, la CIL, l'ANSI, pour échanger avec TikTok, pour voir comment nous pouvons réguler un peu mieux le contenu, pour protéger notre jeunesse des contenus inappropriés. Donc les échanges sont en cours et ce que nous souhaitons, c'est de pouvoir faire de la revue a priori pour éviter que des contenus inappropriés ne soient diffusés aux jeunes du Burkina Faso. Mais j'aimerais encore une fois demander la collaboration de tous, parce qu'aujourd'hui, Internet, c'est beaucoup d'avantages, mais c'est également de nouvelles menaces, surtout pour nos jeunes, pour que les parents soient regardants sur l'utilisation que les enfants font de leur téléphone, que les enfants font de la connexion Internet qui leur est offerte. Madame la ministre, le téléphone est aujourd'hui utilisé pour commettre de nombreuses infractions. Est-ce que l'identification des abonnés est aujourd'hui un chantier achevé? Un chantier achevé, non, mais un chantier qui est on va dire, en constante amélioration, oui. Nous avons dernièrement revisité, comme je l'ai dit, le décret sur l'identification des abonnés. Au niveau de ce décret, nous avons réduit le nombre de pièces d'identité qui permettent d'accéder à une carte SIM. Nous avons réduit également le nombre de cartes SIM. Le processus d'identification est fondamental pour que nous puissions avoir des informations fiables sur les abonnés et pour que les forces de l'ordre puissent se baser sur ces informations-là et faire des investigations en cas de nécessité.
Donc c'est aussi une interpellation à nos populations de répondre à cet appel, de confirmer leur identité. Ce décret qui a été pris est en vigueur. Donc les compagnies, les opérateurs ont fait des campagnes de communication pour que les abonnés confirment leur identité et choisissent les numéros qu'ils souhaitent conserver, puisqu'il y en avait qui avaient plus de 2 cas de SIM. Donc il fallait faire des choix. Donc à ce niveau, ce travail a été fait, des numéros ont été interrompus et le régulateur veille en tout cas au respect strict de ce décret. Il y a des difficultés pratiques sur le terrain, notamment avec les personnes déplacées internes qui des fois ne disposent pas de pièces, mais ce sont des cas que nous gérons avec les structures compétentes. Il y a également les forces de défense et de sécurité où il y a quelques difficultés pour l'identification en raison du contexte, mais ce sont des cas aussi que nous gérons. Mais pour le reste, aujourd'hui, on ne peut pas accéder à une carte SIM sans s'identifier suivant les clauses de cette réglementation-là. Et aujourd'hui, il n'y a plus de vente à la sauvette. Donc, c'est déjà une avancée significative. Ce chantier il pourra être achevé lorsque nous allons mettre en place, de façon en tout cas efficace, lorsque nous allons mettre en place l'identification unique électronique de la personne qui permettra une interopérabilité en toutes les bases de données d'identification, notamment celle des opérateurs, et cela pourra nous permettre d'avoir une information fiable et aussi des données qui puissent servir à nos forces de l'ordre en cas d'investigation. Pouvez-vous expliquer en termes simples cet identifiant unique-là pour que les téléspectateurs et les auditeurs puissent comprendre? Il s'agit de quoi exactement? D'accord. L'identification, comme nous le savons tous, est un instrument important de développement. Si on veut pouvoir faire des projections réalistes, pouvoir définir des politiques efficaces, il nous faut absolument maîtriser notre population. Et donc, l'identifiant unique, c'est un numéro généré aléatoirement, c'est-à-dire à partir duquel on ne peut pas inférer de connaissances sur l'individu et qui est attribué de façon unique à tout individu depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Et ce numéro, il devient un numéro de base pour les autres identifications. Il est unique parce qu'il prend en compte des données biométriques et notamment les empreintes digitales et l'iris. Donc ça permet d'être sûr qu'il identifie une seule et même personne. Oui. Et donc toutes les autres bases de données d'identification, que ce soit au niveau de l'Office national d'identification, l'ONI, pour la CNIB, que ce soit au niveau de l'état civil, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau des banques, que ce soit au niveau des opérateurs, devront se baser sur cet identifiant unique-là pour identifier leur cible. Mais déjà, avec cet identifiant unique et en mettant en place un système numérique robuste, nous centralisons les informations d'identification de toutes nos populations, quel que soit leur statut juridique. Donc, pas seulement les Burkinabés, mais même les étrangers qui sont sur notre sol ou qui font un certain séjour ici. On a déjà une base centrale. Et les autres bases de données vont se baser sur cette base centrale-là pour faire leur identification. Et ce numéro va servir justement à faire le lien entre toutes ces bases de données. De sorte que, même si je suis identifié à l'ONI avec un numéro, ce numéro est lié à mon identifiant unique. Si je suis identifié au niveau de la santé avec un autre numéro, ce numéro est également lié à l'identifiant unique. Donc, ça nous permet de savoir que c'est la même personne, de pouvoir recouper l'information et de pouvoir justement créer de la connaissance à partir de toutes les bases de données que nous avons. Justement, c'est une avancée, mais est-ce qu'il ne faut pas craindre justement aussi cette technologie, cet identifiant unique? Est-ce que ça ne peut pas avoir des revers, si on peut le dire? Des revers, tout de suite, je n'en vois pas, à moins que peut-être vous explicitiez la question. Non, pour la question de bien, par exemple, des gens peuvent avoir peur, entre griffes, de ne pas pouvoir posséder des choses sans laisser des traces.
par exemple. Non, mais est-ce qu'il est permis à quelqu'un de posséder des biens sans laisser de traces? Je pense que l'administration doit avoir l'information. Aujourd'hui, elle l'a, mais nous n'avons pas de mécanisme pour faire les recoupements qu'il faut. On a peut-être les informations dans des registres, dans différentes structures, mais il est difficile d'exploiter ces registres-là et de faire les liens qu'il faut. Mais avec ce système, comme j'ai dit, toutes les bases seront interopérables et nous pourrons faire ces liens-là. Mais il ne faut pas voir ça comme une contrainte, mais il faut voir ça comme un outil de développement qui va nous permettre d'avoir l'information juste, de faire aussi des économies d'échelle, parce que si vous le constatez, au niveau de chaque structure qui fait de l'identification, ils ont à cœur de pouvoir éviter les doublons dans leur base de données. Donc chaque structure commence à prendre elle-même des données biométriques. Donc avec ce système, on prendra les données biométriques une seule fois et toutes les autres structures pourront l'utiliser. Donc il faut voir ça comme un outil de développement qui est aujourd'hui nécessaire pour aider l'État à faire les bonnes projections et à pouvoir définir des politiques efficaces parce qu'il aura une meilleure vue sur sa population. D'accord. Alors, pour gérer et entretenir les réseaux et les systèmes informatiques, Madame le ministre, il faut donc une main-d'œuvre qualifiée. Alors, qu'est-ce qui a été fait au sein donc, de votre ministère pour développer l'expertise nationale en matière de télécommunication? Merci, Monsieur Sayon. C'est une question centrale, la question des ressources humaines, surtout dans notre secteur qui est assez jeune et qui est en développement. Il faut dire qu'à ce niveau-là, ce n'est pas juste pour les communications électroniques, c'est pour tous les sous-domaines du numérique où nous avons besoin d'une masse critique d'experts locaux pour pouvoir concevoir, pour pouvoir implémenter tous les chantiers, que ce soit au niveau des infrastructures ou au niveau du développement des services. Et à ce niveau, ce que le ministère fait jusque-là, c'est de signer des conventions avec certaines universités, certains instituts pour justement appuyer la formation de ces experts locaux-là. Depuis 2023 également, systématiquement, nous mettons en place un renforcement de capacité des nouvelles recrues de l'administration publique afin qu'elles puissent être tout de suite opérationnelles quand nous les mettons à disposition des différents départements ministériels, qu'elles puissent appréhender les technologies et les défis de l'administration et aussi constituer un corps, parce qu'une fois qu'elles sont mises à disposition dans les différents départements ministériels, elles peuvent plus facilement continuer à travailler ensemble. Donc ça, c'est un dispositif qu'on aimerait renforcer et aussi mettre en place un dispositif de formation continue pour les agents qui sont déjà au niveau de l'administration. À côté de cela, il y a le transfert de technologie. Lorsque l'administration acquiert des équipements ou acquiert des logiciels, systématiquement, nous demandons à ce qu'il y ait un transfert de compétences, transfert de technologie aux ingénieurs de l'administration pour que nous puissions avoir une meilleure maîtrise de ces outils-là et puissions aussi intervenir dans la maintenance. Mais je dois reconnaître que la formation, on va dire, est un peu le parent pauvre au niveau de notre secteur. Et des actions sont entreprises, notamment avec le nouveau projet qui va être mis en vigueur très bientôt, le Pacte digital, le projet d'accélération de la digitalisation au Burkina Faso, où une composante entière est dédiée à la formation. Donc à ce niveau-là, il y a des activités qui sont prévues pour renforcer la formation, non seulement des experts locaux dont nous avons besoin pour tous les chantiers et pour réussir notre transition digitale, mais également la formation ou, comme on dirait, l'alphabétisation numérique de nos populations. Parce que tous les outils, tous les services que nous faisons, c'est pour nos populations. Et ces populations doivent être outillées pour pouvoir les utiliser. Donc, il y aura des campagnes d'alphabétisation numérique, parce qu'on dit que l'illettré de notre ère est celui qui ne sait pas utiliser les outils numériques. Donc, il y aura ces campagnes. Et nous allons intégrer très tôt l'enseignement du numérique dans les différents cursus au niveau des enseignements primaires, secondaires, et mettre en place des dispositifs également comme je le disais, de formation continue au niveau de l'administration. Parlons à présent du RESINA.
le réseau informatique national de l'administration, l'un des acquis de votre département. Quel est le rôle de ce réseau, Madame la ministre? Le RESINA, le réseau informatique de l'administration, c'est un réseau fermé qui a été mis en place pour les besoins de l'administration, qui permet d'interconnecter toutes les structures de l'administration. C'est ça l'ambition. Ce n'est pas effectif pour le moment, mais nous avons près de 3000 bâtiments aujourd'hui qui sont interconnectés sur ce réseau. Et ça permet à ces structures-là de pouvoir partager de l'information, des données, de communiquer, d'accéder à certaines plateformes métiers, comme la plateforme de gestion du personnel au niveau de l'administration, le CIGASPE, ou les plateformes de gestion budgétaire au niveau du ministère des Finances. Ce réseau permet également de pouvoir offrir la connexion Internet que nous prenons en gros au niveau du PAV à toutes ces structures qui sont connectées sur le RESINA et donc de faire des économies d'échelle par rapport à cette connexion Internet-là. Voilà. Alors aujourd'hui, quelles sont les structures ou les régions qui sont donc, ou bien qui ont en tout cas récemment bénéficié de cette interconnexion avec le RESINA? Aujourd'hui, nous avons 43 provinces qui sont couvertes par le RESINA sur les 45. Et avec l'exploitation du backbone, la mise en exploitation du backbone, nous avons pu amener le haut débit dans toutes ces provinces-là. Voilà. Et nous poursuivons en tout cas les investissements pour étendre le RESINA. Nous allons étendre déjà le backbone avec le pacte digital. Il y a vraiment des lignes qui sont prévues pour ça, pour augmenter justement la couverture au débit au niveau de notre pays. Et nous allons également étendre le RESINA avec toujours pour ambition d'interconnecter le maximum de structures publiques. Nous avons commencé l'interconnexion des centres de santé. C'est essentiel si nous voulons pouvoir mettre en place la télémédecine, si nous voulons pouvoir mettre en place le dossier patient pour aussi améliorer par le numérique les soins de santé, les universités pour faciliter les échanges, pour faire de la formation à distance, tout ça via ce réseau, et également les écoles primaires, les mairies. Donc, il y a des projets en tout cas pour interconnecter toutes ces structures-là au niveau de ce réseau. Et on a l'accompagnement aussi du Fonds d'accès et de services universels dans l'atteinte de cet objectif. Pouvez-vous nous donner un aperçu des avancées réalisées en matière de renforcement des infrastructures d'hébergement cloud pour l'administration publique burkinabé? Oui, comme je le disais, parmi les infrastructures qui ont été construites par l'État, on trouve des data centers. Il y en a quelques-uns au niveau de certains ministères, notamment la fonction publique, le ministère des Finances. Et il y a également un mini cloud gouvernemental au niveau de mon département qui est géré par l'Agence nationale de promotion d'éthique. Mais ces infrastructures d'hébergement sont insuffisantes par rapport à la capacité qu'il faudrait à l'administration pour pouvoir héberger toutes ces plateformes et toutes ces données en local. Au regard de l'importance de pouvoir avoir les données en local pour des questions de souveraineté et pour ne pas dépendre d'un autre pays par rapport à nos plateformes, par rapport à nos données, et mieux sécuriser ces plateformes et ces données-là, nous avons entrepris en urgence et à cause de la dynamique d'accélération de la dématérialisation, de renforcer les capacités de ces centres de données. Donc, on a en cours la construction de 4 autres nœuds, 2 data centers qui seront composés chacun de 2 nœuds et qui vont permettre de multiplier déjà la capacité qu'on a au niveau de mon département par 6. Et avec cette capacité, nous pourrons en tout cas héberger la plupart des plateformes qui sont en cours de développement et demander même le rapatriement d'un certain nombre de plateformes et de données critiques qui sont malheureusement encore à l'extérieur. Dans le projet Pacte Digital, nous allons plus loin. Nous envisageons cette fois-ci la construction d'un data center national, aux normes internationales, qui va non seulement subvenir aux besoins de l'administration en matière d'hébergement, mais s'ouvrir aussi au privé pour que ce privé-là aussi puisse héberger en local les données. Et l'État sera à mesure,
quand ça sera fait, d'exiger du privé d'héberger en local certaines données sensibles de nos populations. Vous venez donc de l'évoquer, Madame le ministre, la dématérialisation et la modernisation de l'administration publique burkinabé est l'un des chantiers prioritaires de votre département ministériel. Le développement des réseaux et des services de communication électronique, l'adoption des technologies et la réalisation de travaux innovants dans le domaine du digital sont, entre autres, les actions menées pour améliorer la qualité des services en matière donc de dématérialisation. Avant d'en parler sur ce plateau, je vous propose de suivre ce reportage sur les actions menées dans ce domaine avec Nongba Kouda et Wendiam Achille Kabori. Le Burkina Faso, dans sa volonté de doter l'administration de services modernes, performants et accessibles aux citoyens, est dans une dynamique de dématérialisation des procédures. Il s'agit de transformation des documents physiques en fichiers numériques ou la transformation de ces documents directement sous forme numérique pour leur intégration à un processus. Des 43 procédures identifiées en 2023 lors des assises nationales sur le sujet, environ 18 sont aujourd'hui mises en exploitation et accessibles aux citoyens à travers des outils en ligne. Au niveau du ministère de l'eau particulièrement, on a une plateforme qui a été développée qui permet aux citoyens de faire des demandes de branchement en ligne. Au niveau du ministère de la fonction publique, on peut parler de la plateforme e-concours. On peut citer également les casiers judiciaires qu'on appelle e-cahier judiciaire et les e-certificats de nationalité qui ont été développés et sont lancés. Également les e-bulletins. Et un des acquis majeurs aussi qu'on peut citer aussi dans cette dématérialisation des procédures, les e-conseil des ministres. On peut aussi citer les CIM, les circuits intégrés des missions, qui a été développé aussi pour pouvoir encadrer les différentes missions des agents de l'État. 16 en attente de mise en exploitation sont en phase de test. L'ambition pour 2024 est bien plus grande. Nous avons comme cible 100 procédures qu'il faut dématérialiser en 2024. Pas de dématérialisation sans connexion. Et des efforts sont faits dans ce sens pour offrir aux usagers un service de qualité. Les dernières années, on a beaucoup investi sur les volets comme les backbones, comme la connectivité à l'international. Et le dernier volet aujourd'hui, c'est comment améliorer l'accès au niveau des populations. À cela s'ajoutent des réformes d'acteurs jugés importants, tels le Fonds pour l'accès et le service universel FASU et l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP. Pour ce qui concerne l'autorité, c'est vraiment s'assurer qu'elle puisse vraiment réguler de manière efficace. Et puis au niveau du Fonds pour l'accès au service universel, c'est comment arriver à connecter les zones blanches. Ce sont des zones qui, dans le cadre des cahiers de charges des opérateurs, ne sont pas prévues. C'est un certain nombre de localités. Et cette année déjà, on a commencé par une partie où plus de 100 localités sont contractualisées et en cours de réalisation en collaboration avec les acteurs. Quand il le faut, les acteurs terrains n'hésitent pas à se mettre du côté des forces de défense et de sécurité pour permettre aux zones affectées par les actes d'insécurité de rester en contact avec le reste du monde. Dans le contexte actuel, c'est un secteur qui n'est pas vraiment épargné. Donc, tant qu'on le peut, partout on le peut, grâce aux efforts des FDS, on essaie de faciliter en tout cas le rétablissement de ces sites radioélectriques pour que les populations puissent communiquer. Dans la question de la dématérialisation, garantir la protection des données à caractère personnel est une priorité. Un texte encadrant la mise en exploitation des plateformes existe. Pour aujourd'hui déployer une plateforme en ligne ou mettre une plateforme en exploitation, il faudrait élaborer un TDR de développement de la plateforme ou d'acquisition d'une plateforme. Il faudrait recueillir l'avis de non-objection de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour dire que la plateforme qu'on s'apprête à déployer contient le minimum de sécurité et que les données à caractère personnel sont en tout cas sécurisées. D'autres défis, et pas les moindres, se dressent sur la voie du processus de dématérialisation des procédures. Un des défis majeurs, c'est comment intégrer les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle aujourd'hui dans ces plateformes afin que ces outils permettent aux usagers, aux citoyens d'être guidés dans l'utilisation de ces plateformes-là. On a aussi un défi qui est très important et transversal, qui est le défi de la gestion du changement. Toute plateforme qu'on développe, pour le lancer, il faudrait que ça soit adopté par ceux qui doivent l'utiliser. Et à ce niveau, communément, on dit que les gens n'aiment pas les changements. Mais en tout cas, il faudrait qu'on fasse ce travail de gestion des changements pour que les gens puissent
adopter ces plateformes afin de les utiliser. Le chantier est vaste et les perspectives pour aider à construire une société moderne ne manquent pas. Nous sommes en train de travailler à stabiliser la connectivité au niveau des régions à travers l'interconnexion des bâtiments de l'administration au RIGINA, qui est le réseau l'Internet national. Dans la connectivité, il y a la qualité de service en elle-même d'un point de vue technique et il y a la perception de l'utilisateur. Donc aujourd'hui, avec l'autorité de régulation des communications électroniques qui en charge ce dossier, nous sommes en train de travailler pour voir, voilà, les mesures que nous faisons donnent des résultats plus ou moins corrects. Le client final, il ressent des problématiques. Comment bien les identifier? Comment les adresser? Tous ces sujets-là font l'objet de travail par le régulateur et particulièrement depuis, en tout cas avec Madame la ministre, il y a un investissement sur ces questions-là. La modernisation de l'administration est le processus d'amélioration continue de la qualité de service à travers un système de délivrance diligent des prestations de services au moyen des technologies de l'information et de la communication au profit de l'usager. Retour sur ce plateau. Madame la ministre, qu'est-ce qui a été fait en matière de dématérialisation de procédures depuis votre arrivée à la tête de ce département? D'accord. Je pense que M. Sayon l'a souligné tout à l'heure, l'importance de ce processus pour la modernisation de l'administration et pour une meilleure accessibilité des services de l'administration par nos populations. Il faut dire que c'est un objectif majeur de notre administration depuis un certain temps, raison pour laquelle en 2018, 492 procédures avaient été identifiées comme prioritaires et qu'il fallait dématérialiser. Donc, à notre arrivée, on a demandé à faire un bilan de la dématérialisation de ces 492 procédures. Et nous avions comme bilan 108 procédures dématérialisées, mais seulement 60 en ligne, après 5 années. Donc, il était urgent de trouver des mécanismes pour accélérer ce processus-là et aller vers la réforme souhaitée de l'administration, mais également répondre aux attentes des populations. Donc, avec l'accompagnement de son Excellence, le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, et sous son leadership, nous avons tenu des assises en 2023 et nous avons réuni au cours de ces assises tous les acteurs, que ce soit les experts techniques, les DSI, que ce soit le secteur privé, que ce soit les métiers, pour réfléchir ensemble sur les mécanismes, les actions à entreprendre pour accélérer cette dématérialisation. À l'issue de ces assises-là, tous les acteurs se sont engagés et depuis, nous avons travaillé d'arrache-pied et à ce jour, nous pouvons dire en tout cas qu'il y a une avancée significative avec un peu plus de 40 procédures déjà dématérialisées parce qu'au-delà de ce qui était prévu dans la feuille de route, nous avons eu à faire des opérations spéciales, notamment au niveau de l'eau où on a dématérialisé une dizaine de procédures et il y a eu également d'autres procédures qui ont été développées par l'Agence nationale de promotion d'éthique et par des équipes en interne au niveau du ministère. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 30 procédures qui sont en exploitation déjà. Donc ça, c'est encourageant. Mais ce qui est plus encourageant, c'est l'effet de ce processus sur nos populations, l'effet de ce processus sur l'accès aux services de l'administration. Petite anecdote, j'ai rencontré l'ambassadeur du Burkina à Addis Abeba et il me disait combien ils étaient heureux et ils n'en revenaient pas parce qu'un de leurs collaborateurs sur place à Addis Abeba a fait sa demande d'acte de casier judiciaire et voilà, l'a reçu à Addis Abeba, ce qui était impossible il y a quelques mois. Il fallait soit attendre de venir au pays, soit commissionner quelqu'un, c'était beaucoup de tracasseries et déjà cet effet-là nous encourage à poursuivre et à nous engager encore plus pour la réussite de ce processus-là. Et je lui disais par exemple que plusieurs d'entre nous ont vécu cette situation où vous rentrez de voyage en mai, un samedi soir, et puis il n'y a plus d'unité cash power. Vous êtes obligé d'attendre le lundi. Voilà, mais c'est aujourd'hui un lointain souvenir parce que la Sonabel a dématérialisé l'achat des unités. Aujourd'hui, à n'importe quelle heure, on peut acquérir des unités et puis recharger son cash power. Donc c'est cette
flexibilité, cette facilité qu'on apporte aux populations, mais les avantages ne sont pas que pour les populations. Pour les populations, on peut citer le gain de temps, déjà, parce qu'on n'a pas à se déplacer, on n'a pas à aller faire de longues files devant les guichets de l'administration, moins de tracasseries. Avec son terminal, son ordinateur, son téléphone, on fait sa demande et elle est traitée plus diligemment. Voilà, et c'est un gain en argent également, puisqu'il n'y a pas de transport à faire, on ne se déplace plus et on peut vaquer à ses occupations. Voilà. Mais c'est également énormément d'avantages pour l'administration qui est plus proche des usagers parce que le but de l'administration, c'est de servir les populations. Donc, elle le fait avec plus d'efficacité, elle le fait de façon plus diligente en offrant les services dans des temps plus réduits. Donc, elle-même est plus productive, plus performante. Et en plus de cela, elle évite les tentations. Donc, du coup, c'est un instrument efficace de lutte contre la corruption. Donc, tous les acteurs, en tout cas, sont engagés pour poursuivre cette dynamique-là, ce processus de dématérialisation. Et c'est l'occasion, en tout cas pour moi, de remercier tous ces acteurs, les DSI en premier, parce qu'ils sont, on va dire, les experts techniques qui nous permettent d'avoir ces plateformes. Mais les acteurs métiers sont essentiels, parce que c'est eux qui nous fournissent les informations, la matière pour pouvoir développer ces plateformes-là. Et c'est l'occasion pour moi de les remercier pour leur adhésion, pour leur collaboration et de leur demander encore plus d'engagement pour que nous puissions aller plus vite. Parce que comme l'a annoncé le SPVTN, l'objectif c'est de doubler la cadence cette année en visant 100 procédures dématérialisées. Je pense que cela est à notre portée. Il y a également les acteurs du privé qui nous accompagnent dans ce processus-là et c'est le lieu pour moi de les remercier, sans oublier mes collaborateurs. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais c'est pour pouvoir mieux servir nos populations. Justement, Madame le ministre, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations, plus de détails sur les domaines ou les ministères qui sont les plus avancés dans ce processus de dématérialisation? Aujourd'hui, on va dire que toutes les structures sont concernées. Et il y a un engagement de toutes les structures, que ce soit les ministères ou les autres structures publiques. Voilà, donc on sent cet engouement-là et c'est encourageant. Et on mobilise toutes les ressources, qu'elles soient financières, matérielles ou même techniques, les ressources humaines, pour pouvoir accompagner cet élan-là. Donc il y a des ministères qui ont une certaine avance parce qu'ils ont commencé il y a de cela très longtemps. Donc le ministère des Finances en premier, mais il y a pas mal de ministères qui essayent de rattraper leur retard et qui ont pu dématérialiser plus que ce qui était prévu déjà pour 2023 et qui continue dans cette lancée. Okay. Parmi les ministères qui sont en avance, il y a aussi le ministère de la fonction publique avec le e-concours. Voilà. Est-ce que quelque chose est fait pour le stockage à long terme des données et puis pour bien héberger donc voilà, la plateforme? Oui, aujourd'hui déjà, la plateforme, elle est en local. Comme je dis, le ministère de la fonction publique a un data center, donc les données aujourd'hui sont en local. C'est rassurant. Voilà. C'est déjà rassurant, on a nos données en local, on dépend de personnes, de l'extérieur, on les sécurise et je pense qu'on va aller en améliorant les choses. Et les data centers que nous sommes en train de mettre en place seront également disponibles pour pouvoir héberger les données et les plateformes des différents ministères. Oui, vous avez évoqué un mot qui est très important donc, dans ce système. Quelles sont les dispositions que vous avez prises donc, pour pouvoir sécuriser donc, l'ensemble donc, des systèmes d'information nationaux contre les attaques des hackers? Voilà. La sécurisation des systèmes d'information est un élément critique, on va dire. Nous sommes en plein dans la dynamique de la dématérialisation. Donc, le faisant, nous exposons un peu plus l'administration, nous exposons son fonctionnement, les données des usagers. Donc, il est crucial que nous puissions renforcer la sécurisation de ces systèmes d'information là pour éviter justement des attaques qui pourraient paralyser le fonctionnement ou les activités de l'administration ou porter préjudice aux usagers. Et pour cela, nous avons une agence, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, et nous travaillons à renforcer non seulement le cadre juridique pour que cette agence-là puisse jouer pleinement son rôle, mais également renforcer ses capacités techniques et humaines pour que vraiment elle puisse être à la hauteur des attentes et que nous puissions avoir une bonne sécurisation de nos systèmes d'information.
Madame la ministre, l'extension du réseau postal et la promotion des produits et services postaux est le troisième et dernier volet de cette émission. La Poste Burkina Faso, justement, est en plein essor grâce aux outils numériques, envoi ou réception des courriers physiques ou numériques, octroi de crédit ou de compte d'épargne. La Poste Burkina Faso contribue au développement socio-économique du pays. Des acquis engrangés, des innovations et des projets en cours, des plateformes développées pour davantage présenter les différents produits aux clients. La direction générale a eu raison du temps et se rapproche d'année en année de ses clients avec l'ouverture de nouveaux guichets et agences sur toute l'étendue du territoire. Zoom sur la Poste Burkina Faso avec Nongba Kouda et Moussa Ki. La Poste Burkina Faso, l'un des maillons importants du département de la transition digitale, des postes et des communications électroniques. Sa mission consiste à l'envoi des courriers physiques et numériques partout au Burkina Faso et à l'extérieur du pays. Grâce à une vision accompagnée d'un engagement pour le travail bien fait, la Poste Burkina Faso enchaîne au fil des années des innovations pour offrir un service de qualité à ses clients. Ici, l'innovation rime avec technologie de l'information et de la communication. Voilà, on est en plein dans le numérique. Donc, à ce titre, nous avons initié plusieurs innovations, voilà, et qui donc, intègrent donc, cette technologie-là. Et nous pouvons dire que les clients de la Poste, en tout cas, sont suffisamment servis en matière d'innovation. Pour ne citer que quelques-unes d'entre elles, aujourd'hui, avec le système de déclaration en ligne, le client initie la déclaration déjà chez lui à domicile. Donc la douane a l'information, elle vérifie est-ce que c'est un produit exportable ou pas, est-ce que le pays de destination l'accepte également ou pas, et puis donc ça facilite donc la vie donc, des exportateurs de produits. Donc ça c'est... Et à ce titre, nous avons signé une convention avec la douane burkinabé. Ensuite, nous avons également, en matière d'innovation, aujourd'hui, au niveau des guichets de la Poste, on peut régler les factures de la Sonabel et de l'ONEA. Plusieurs acquis à mettre à l'actif d'une équipe dynamique avec un choix de communication stratégique. La Poste Burkina Faso dispose aujourd'hui de plusieurs plateformes de vente de ses produits. La Poste a plusieurs plateformes numériques, notamment Fasorarana, iDoc, des plateformes comme le e-banking et d'autres produits numériques. Mon quotidien, c'est de vérifier chaque jour que Dieu fait les commandes qui sont passées au niveau des différentes plateformes, de m'assurer de la livraison en faisant la transaction, en faisant la collaboration avec les services qui sont chargés de la collecte et de la livraison des commandes, et ensuite m'assurer que le paiement des commandes soit effectué, et ensuite faire en sorte à ce que le client qui commande son bien, son service ou son document d'état civil ait son document à temps. Même dans les zones à fort défi sécuritaire, les actes de naissance sont commandés. Et quand il y a ce genre de commandes, tout le réseau est en activité. Parce que c'est tout un processus qui est lancé. Convaincu désormais de sa notoriété auprès du public burkinabé et surtout avec l'insistance de ses clients pour faire de la Poste une structure qui combine gestion des courriers et inclusion financière, les responsables décident la mise sur pied d'une banque postale. Cette banque-là, c'est la banque des petits épargnants, c'est la banque du plus grand nombre. Nous voulons la positionner donc comme une banque universelle, une banque au service de la population. Donc, et les crédits qui seront donc faits au niveau de la banque postale seront, à mon sens, vont refléter beaucoup plus les aspirations donc, que les épargnants de la Poste ont eu à formuler depuis longtemps. Et à côté, en matière d'innovation financière, nous avons donc avec Orange signé une convention pour permettre aux clients de débiter ou de créditer leur compte, vice-versa. Voilà, ça se fait de part et d'autre, et pouvoir disposer donc de leur épargne ou de pouvoir faire de l'épargne à travers donc leur wallet. Le travail abattu par les différents services postaux est bien à la hauteur des attentes des chefs d'orchestre du département en charge des postes et bien sûr de ses clients. Mais les objectifs ne s'arrêtent pas là. La Poste Burkina Faso nourrit de grandes ambitions. Nous sommes en train en tout cas de développer une infrastructure qui
permettra en tout cas à la Poste d'être le leader de la livraison à domicile ou en agence ou au bureau, partout où le client voudra en tout cas se faire livrer la marchandise. Voilà. Ensuite, à côté de ce projet, de cet ambitieux projet pour la Poste physique, au niveau également donc de la Poste numérique, nous continuons à développer d'autres aspects donc de nos produits qui permettront de capter davantage de la clientèle. Et c'est par exemple l'épargne des mains, qui est un produit que nous venons de lancer, qui répond aux besoins donc, des petits épargnants. Voilà, c'est ce produit-là qui permettra même d'épargner 500 francs, 200 francs, 1000 francs. Voilà, à la fin de la journée, le petit commerce. Déjà, le produit phare que nous sommes en train donc, de développer, il s'agit de développer pour les usagers de la Poste burkinabé, la population burkinabé, un wallet. Voilà. Je pense que c'est un projet très cher à nos autorités également. Voilà, il faut que la Poste se positionne comme un opérateur également et qui peut fournir le mobile money à travers donc ces services. En attendant la concrétisation de toutes ces ambitions, la Poste Burkina Faso poursuit également sa politique de rapprochement de ses clients, avec aujourd'hui plus de 130 agences et guichets fonctionnels sur le territoire national. La confiance des clients serait un atout capital pour permettre à la structure postale de continuer à contribuer au développement socio-économique du pays. Voilà, merci à Moussaki donc pour ce reportage sur la Poste au Burkina. Alors, Madame la ministre, vous l'avez suivi avec nous. Alors, quelles sont les mesures donc, qui ont été prises ou mises en œuvre, en tout cas, pour promouvoir davantage la Poste Burkina et justement moderniser les produits et services postaux, pardon. D'accord. Merci, Monsieur Sayon. Comme nous l'avons vu dans le reportage, la Poste continue de s'étendre avec l'ouverture de nouvelles agences et de nouveaux guichets. C'est aujourd'hui le réseau le plus important et qui permet en tout cas une inclusion, une proximité avec nos populations. La Poste également se modernise avec la mise en place d'outils qui la rendent plus performante et qui lui permettent d'offrir des services de meilleure qualité à ses usagers. Nous l'avons vu, il y a une plateforme pour le suivi des envois, donc qui permet aux usagers de pouvoir suivre leurs envois en temps réel. Il y a également une plateforme qui a été mise en place pour la gestion en ligne des comptes d'épargne, mais elle va plus loin avec bientôt l'ouverture des guichets automatiques de billets pour ces usagers. Et vous l'avez vu également dans le cas de l'inclusion financière, la Poste est un grand acteur de l'inclusion financière dans notre pays. Elle s'adresse à toutes les couches sociales et pour aller plus loin dans ces dynamiques, il y a la création de la banque postale qui pourra permettre d'offrir plus de services financiers à ces usagers-là. Donc je pense qu'elle est dans la même dynamique en tout cas de tirer profit du numérique pour se réinventer avec une diversification de ses services et se positionner comme un acteur majeur également du e-commerce, déjà avec sa plateforme Fasoranana, mais aussi avec les envois de colis. Alors, on va revenir certainement plus en détail sur ces différents points que vous venez d'évoquer. Mais en attendant, on l'a annoncé en début d'émission, cette émission Tribune de redevabilité est une émission interactive et en direct. Donc, nous allons recevoir Sekou Zongo qui a recueilli pour vous les préoccupations et les questions des téléspectateurs. Sekou, bonsoir. Quelles sont les questions qui sont adressées ce soir à Madame le ministre? Bonsoir Aboubakar Sayon, bonsoir Chantal Likema, bonsoir Madame le ministre. Madame le ministre, nous avons reçu plus d'une quarantaine d'appels téléphoniques. Je passe donc sous silence le nombre de téléspectateurs qui ont appelé pendant que la ligne était occupée. C'est donc dire que votre passage à tribune de redevabilité suscite un intérêt
particulier donc des Burkinabés. Je m'en vais vous adresser quelques questions de téléspectateurs et auditeurs de la RTB. François Lamoussa Ilboudo, comment le gouvernement compte procéder pour rendre moins cher la connexion Internet au Burkina Faso? Je pense que c'est une question à laquelle vous avez déjà répondu. Monsieur Arnold Winpuire Cabré nous appelle de Ouagadougou. Est-ce que le gouvernement envisage créer une direction pour accompagner les jeunes qui innovent dans le domaine de la création des sites Internet? Le téléspectateur explique qu'il a un projet qui peine à être mis en œuvre. Monsieur Saïbou Traoré nous appelle donc de Niangolko. Est-ce que le gouvernement envisage doter les administrations publiques déconcentrées de Wi-Fi pour faciliter les recherches? Monsieur Oumar Nayete de Bobo Dioulasso, qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait que les appels en direction du Mali basculent sur le répondeur après la 3e tonalité? C'est donc une observation de ce téléspectateur qui nous appelle depuis la cité de Sia. Monsieur Issouf Zombré nous a appelé de Fadangourma. Qu'est-ce qui explique le nombre réduit des compagnies de téléphonie mobile au Burkina Faso? Monsieur Zakaria Baglé de Ouagadougou veut savoir pourquoi l'État burkinabé ne permet pas à Starlink de s'installer au Burkina Faso pour concurrencer les prestataires locaux. Mademoiselle Kadiatou Sanogo, élève à Bobo Dioulasso, souhaite que le gouvernement crée une application pour y afficher les prix des produits de première nécessité. Cela donc pour éviter la spéculation. Monsieur Oumar Sawadgo de Kaya, comment est-ce possible que tu payes un bien et qu'on te fixe un délai de consommation? Le téléspectateur fait allusion à la durée des forfaits Internet et des crédits de communication. Monsieur Fousseni Bamba de Ouagadougou, où seront logés les serveurs qui serviront donc à enregistrer les données des identifiants uniques et quel est le mécanisme de sécurisation de ces serveurs des données des identifiants uniques? Et puis monsieur Ousseni Ouedraogo de Gawa, quel type d'infrastructure pour sécuriser les installations et les informations pour éviter les piratages? Voilà donc quelques questions de téléspectateurs et d'auditeurs de la chaîne au cœur des grands événements que nous avons pu recueillir pour vous, Madame le ministre. Merci à vous, Sekou Zongo, donc, pour la restitution, on peut le dire ainsi, donc, de l'ensemble de ces questions adressées ce soir à Madame le ministre en charge de la transition digitale. Alors, vous les avez notées avec nous, certaines donc, de ces questions ont déjà trouvé donc, des réponses au cours de cette émission, mais une question qui paraît intéressante. Alors, pourquoi le gouvernement, en tout cas, ne crée pas une direction pour accompagner les jeunes innovants? Est-ce que cela est déjà en place au Burkina? Oui, cela est déjà en place. Nous avons une direction générale dont l'attribution, en tout cas, est de promouvoir l'industrie numérique, et la promotion de cette industrie numérique passe par la création d'un cadre propice à l'innovation pour permettre justement à nos jeunes d'exprimer leurs talents, de pouvoir proposer des solutions adaptées aux problématiques, des solutions à valeur ajoutée qui créent de la richesse, qui créent de la valeur. Mais le mécanisme qui est mis en place en raison des capacités que nous avons, c'est de nous appuyer sur des structures
qui existent, qui sont compétentes pour pouvoir encadrer ces jeunes-là. C'est notamment les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat, les incubateurs. Donc, nous collaborons avec ces structures-là pour pouvoir accompagner les jeunes qui ont des propositions de solutions. Et au niveau du ministère, il y a de cela plusieurs années que nous organisons chaque année des concours, des compétitions de détection de talents. Et une fois que nous avons les lauréats à ces concours-là, nous les confions à ces agences-là, à ces structures, pour pouvoir les accompagner à mûrir leurs idées et à pouvoir faire de ces idées, projets-là, des entreprises viables. Donc c'est un peu le mécanisme qui est mis en place. Avoir des projets donc invités à pouvoir concourir, peut-être pour se faire recenser par la direction concernée. Exactement. Il peut concourir quand nous allons lancer les concours, les compétitions, mais plusieurs jeunes viennent nous voir pour nous proposer les solutions qu'ils ont. Et en fonction de ces solutions, nous leur faisons des recommandations. Nous les confions à des structures qui peuvent les encadrer, comme je le disais, les structures d'accompagnement qui existent. Et puis si ce sont des solutions qui peuvent intéresser l'administration, il y a matière aussi à regarder comment l'administration peut acquérir ces solutions-là. Une question sur les compagnies de téléphonie mobile. Qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait que les appels en direction du Mali basculent sur le répondeur pour la troisième tonalité, ce que le téléspectateur explique? J'aurais du mal à donner les raisons de cela parce que je ne l'ai pas expérimenté moi-même. Mais c'est quelque chose qu'on va noter et puis on va regarder s'il y a des raisons spécifiques à cela. Et voilà. Il est à Bobo? L'auditeur est à Bobo? Oui, mais j'ai pas tout de suite de raisons techniques. Ça m'étonnerait que ce soit des raisons techniques. Sur le Mali, a priori, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si c'est la ligne téléphonique ou si c'est WhatsApp, parce que nous sommes en contact avec des Maliens et ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas de problème. En tout cas, il ne m'a pas été remonté de problème de communication avec le Mali, mais nous notons le point. Et puis, nous allons tâcher de vérifier cela. Alors, une préoccupation sur le nombre de compagnies de téléphonie mobile au Burkina. Il y a un auditeur ou c'est un téléspectateur qui pense que ce nombre est réduit. Nous avons trois opérateurs de téléphonie mobile. Nous avons des requêtes qui nous viennent pour des compagnies qui sont intéressées, mais ça demande des études parce que ce sont des ressources qu'il faut disponibiliser pour que d'autres opérateurs puissent rentrer sur le marché, mais c'est des requêtes que nous étudions et puis s'il y a la possibilité et que ces structures peuvent remplir les critères en fait pour acquérir la licence, c'est des choses qui peuvent être étudiées. Il n'y a pas de limitation ou d'interdiction d'avoir d'autres opérateurs que ces trois-là. Pour le moment, ce sont ces trois-là que nous avons. Alors, qu'est-ce qui empêche l'installation de Starlink? Il n'y a pas d'interdiction de l'installation de Starlink. C'est un secteur régulé. Si Starlink veut offrir des services au Burkina, il lui faut prendre une licence auprès de l'autorité de régulation. Sinon, autrement, ce sont des prestations illégales. D'accord. Un élève à Bobo souhaite que le gouvernement crée une application pour y afficher les prix des produits. Voilà. De première nécessité pour éviter donc la spéculation. Ok. Nous prenons bonne note. Nous allons déjà voir au niveau du ministère en charge du commerce. Si ce n'est pas quelque chose qui est déjà fait, nous pourrons inclure ça au niveau des procédures à dématérialiser dans le cadre du processus dans lequel on est. Une question assez importante pour la quasi-totalité, en tout cas, des utilisateurs de téléphones Android et de forfaits Internet. Pourquoi impose-t-on donc des durées de validité, donc de forfaits Internet et de crédits de communication? C'est une politique, on va dire, économique, si je puis m'exprimer ici, au niveau des opérateurs. Cela a été remis en cause par les consommateurs
et des réflexions se sont engagées. Et la décision dont je parlais devait encadrer tout cela. On peut avoir une date d'expiration, mais ne pas perdre en fait son faire-faire lorsque on réactive en fait son abonnement ou qu'on achète des unités. Donc je pense que ce sont des questions qui ont été prises en compte par l'autorité de régulation. Et on pourra justement, lorsque ce dossier suivra son cours au niveau de la justice, avoir le mot de fin et voir si ce sont des choses que nous pouvons améliorer au profit des usagers. D'accord. On parle des données, des identifiants uniques. Si ce n'est pas un secret, un téléspectateur voudrait savoir où seront logées donc les données. Non. Et leur sécurisation. Et leur sécurisation. D'accord. Non, ce n'est pas un secret. Ces données seront hébergées au Burkina. Oui, nécessairement. Il a entendu. Il veut savoir où vous allez. Non, nous n'allons pas dire où exactement, le quartier ou la ville, mais nous pouvons rassurer qu'elles seront hébergées. Ce sont des données très sensibles pour nos populations, donc elles seront hébergées localement et toutes les dispositions seront prises pour qu'elles soient sécurisées aux normes, en tout cas internationales, et que nous puissions protéger les données personnelles de nos populations. Alors, on revient donc à la Poste, donc qui est un maillon également essentiel de votre département. Alors, la Poste qui s'est inscrite également dans la promotion de l'inclusion financière. On l'a vu donc dans ce reportage qui a été diffusé. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui est fait dans ce domaine de l'inclusion financière avec la Poste Burkina? Ok. Donc, la Poste BF, comme j'ai dit, a un vaste réseau. Un réseau qui le rend très proche de nos populations. Il est dans des localités où il n'y a aucune banque, aucune institution financière. Et justement, avec les produits financiers que la Poste offre, ça permet à nos populations de pouvoir ouvrir un compte, de pouvoir faire de l'épargne. Donc, c'est aujourd'hui un acteur très important dans l'inclusion financière au niveau de notre pays. Et ces produits s'adressent à toutes les couches. Ce sont des produits financiers abordables. Et comme je le disais, pour aller plus loin, puisque c'est des comptes d'épargne ou des comptes courants qui sont jusque-là offerts, la Poste n'offrait pas, par exemple, de crédit. Donc, il y a un certain nombre de produits financiers qu'elle n'offre pas. Et pour pouvoir justement permettre à ses usagers d'accéder à plus de services financiers, elle a mis en place la Banque Postale qui a commencé ses activités l'année dernière et qui entend se baser sur le réseau de la Poste pour être la banque la plus proche de toutes nos populations. Est-ce que cette banque postale, on peut retrouver cette banque postale dans les provinces, là où il y a la Poste Burkina Faso? L'objectif, c'est cela, c'est de baser l'extension de cette banque sur le réseau postal. Donc, partout où on aura une agence postale, on pourra accéder aux services de cette banque. D'accord. On parle du numérique. Est-ce que le développement du numérique a été une opportunité pour la Poste Burkina Faso ou un handicap? C'est vrai qu'avec l'avènement du numérique et sa fulgurante, on va dire, vulgarisation, les produits traditionnels de la Poste ont pris un coup. Mais la Poste est une formidable structure qui sait se réinventer et qui a traversé, on va dire, plusieurs révolutions industrielles. Et c'est le cas avec le numérique. La Poste se réinvente, la Poste s'adapte et le numérique reste une opportunité pour la Poste comme pour toutes les autres structures. Et vous l'avez vu, la Poste a diversifié ses services en offrant déjà des services numériques aux populations, a également utilisé le numérique pour se moderniser et pour pouvoir être plus performante et offrir des services de qualité et être plus accessible par ses clients. Je pense qu'elle devient ainsi plus attrayante parce qu'aujourd'hui, même au niveau des épargnants, ils peuvent accéder à leur compte en ligne. Ça, c'est déjà une très belle innovation. Ils peuvent également faire des transactions entre leur mobile money et leur compte d'épargne. Je pense que ça facilite énormément de choses. Et donc, je pense que le numérique reste une opportunité pour la Poste dans la diversification
de ses activités parce qu'elle est un acteur du e-commerce et vous l'avez vu, elle a pu augmenter ses recettes d'envoi grâce au e-commerce et elle a pu diversifier un certain nombre de ses activités en créant de nouvelles activités mais en améliorant, en modernisant les activités existantes. Ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que la Poste sera également un acteur majeur de l'inclusion numérique. Parce que l'objectif du gouvernement, c'est que toutes nos populations puissent accéder aux services de communication électronique, aux services que nous mettons en ligne, à l'administration en ligne. Mais on est conscient que nos populations qui ne savent ni lire ni écrire n'auront pas forcément les outils ou les compétences pour accéder à ces services-là. Donc le ministère a mûri un projet de créer des maisons citoyennes où ces populations-là pourront avoir de l'assistance pour accéder à ces services numériques. Le ministère a décidé de se baser sur le vaste réseau de la Poste pour mettre en place cette assistance pour qu'elle touche le plus grand nombre de nos populations. Madame le ministre, nous sommes quasiment à la fin donc, de cette émission. Alors, cette question, alors justement, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises au sein donc, de votre département pour le respect des normes internationales et de sécurité dans le domaine postal? Oui, la Poste a fait énormément d'efforts dans ce domaine. D'abord par des certifications, un certain nombre de certifications, ISO oui, okay. S58, S59, et aussi dans l'acquisition d'équipements aux normes pour pouvoir mener ces opérations. Il y a eu le renforcement des capacités du personnel pour pouvoir justement accéder à ces certifications et pas mal d'investissements ont été faits pour que la Poste puisse se mettre au niveau des standards, en tout cas internationaux, pour la sécurisation de ces opérations d'envoi postaux. C'est l'occasion en tout cas de féliciter le directeur général et toute son équipe pour tous ces efforts qui sont faits pour que notre Poste soit à la hauteur en tout cas des normes internationales. Alors, votre mot de fin pour cette émission qui arrive donc à son terme. Alors, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, ce soir, comme message à l'endroit des Burkinabés au regard, en tout cas, de l'ensemble des tâches qui vous sont confiées? Okay. Merci, en tout cas, merci M. Sayon, merci Mme Nikema pour ce temps d'entretien qui nous aura permis, en tout cas, de rendre compte de nos actions aux populations. Tout ce que nous faisons, c'est pour elles, c'est à leur profit. Donc, nous espérons pouvoir répondre à leurs attentes, mais pour cela, nous avons besoin de leur collaboration. Comme je l'ai signalé tantôt, nous avons besoin de leur collaboration pour le développement des infrastructures. Donc, qu'elles acceptent qu'on puisse installer des antennes pour pouvoir améliorer la qualité. Nous avons également besoin de leur collaboration dans cette dynamique de dématérialisation pour qu'elles puissent adhérer aux nouveaux outils qui sont mis en place, pour qu'elles puissent nous faire des feedbacks, pour que nous puissions améliorer ces outils-là, pour qu'ils puissent répondre à leurs attentes et également qu'elles soient exigeantes envers nous pour que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir répondre à leurs attentes en mettant des outils numériques innovants qui rapprocheront l'administration d'elles et qui permettront de leur offrir des services de qualité. Mais je demanderai encore une minute pour déjà remercier leurs excellences, le président du FASO, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et également son Excellence le Premier ministre, Maître Apollinaire Kelem de Tambela, pour leur accompagnement en tout cas et pour leur leadership qui nous permettent de pouvoir mener à bien notre mission et de pouvoir créer en tout cas le cadre pour que nos populations puissent tirer le meilleur parti du numérique, mais pour que notre pays puisse également tirer le meilleur parti du potentiel du numérique qui est aujourd'hui l'un des leviers majeurs pour le développement socio-économique des nations. Je ne vais pas terminer sans réitérer mes remerciements à tous mes collaborateurs pour le travail acharné qui est réalisé jour après jour pour que nous puissions atteindre nos objectifs et également les DSI qui
abattent un travail formidable et tous les métiers également. J'aimerais aussi faire un clin d'œil à mes collègues ministres pour le leadership. Comme je l'ai dit, toutes les structures aujourd'hui sont embarquées dans cette dynamique de dématérialisation et c'est avec, sous le leadership des premiers responsables et avec leur accompagnement. Voilà donc, ça sera le mot de fin de tribune de redevabilité de ce mardi soir qui a reçu donc Madame le ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électronique. Nous espérons donc que vous avez profité donc de cet entretien pour avoir des informations sur ce qui est entrepris au sein de ce département ministériel donc pour améliorer les services en matière de télécommunication et de communication électronique. Merci de votre fidélité à la RTB et à Tribune de redevabilité. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de cette émission. Restez en compagnie de nos programmes.